Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. En Côte d'Ivoire, comme dans le reste du monde, on célèbre ce 8 mars la journée internationale des droits des femmes, une journée qui s'articulera autour du thème suivant: agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. À suivre dans cette édition, la position du gouvernement. Le nouveau président du Libéria, Joseph Boakai, a été reçu hier jeudi par son homologue ivoirien, le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont évoqué les questions de coopération bilatérale. Les domaines évoqués sont l'agriculture et l'énergie, les échanges commerciaux. On en parle dans cette édition. Et puis nous irons au Maroc où se trouve en ce moment la première dame Dominique Ouattara qui a visité le centre pour sourds et malentendants de la fondation Lala Asma. La première dame Dominique Ouattara et son Altesse royale, la princesse Lala Asma, se sont rendus dans la matinée d'hier dans ce centre dédié à la lutte contre la surdité et les malentendants où elles ont été chaleureusement accueillies. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, une journée internationale dédiée à la célébration des droits de la femme, les réaffirmer si les circonstances l'exigent. Pour la petite histoire, la journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis. Des femmes qui réclamaient de meilleures conditions de travail et de droit de vote. Depuis, l'actualité en rapport avec l'idéal porté par ces revendications a bien évolué. Dans cette édition, vous aurez la position du gouvernement. Nous y reviendrons dans un instant, mais pour l'instant, regardons ensemble à une autre actualité, cette fois-ci du côté du palais présidentiel. Notons qu'en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le nouveau président du Libéria, Joseph Boakai, a été reçu hier jeudi par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont évoqué les questions de coopération bilatérale. Les domaines évoqués sont l'agriculture et l'énergie, les échanges commerciaux. Les deux chefs d'État s'engagent à raffermir cette coopération. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Investi le 22 janvier dernier comme président de la République du Libéria, Joseph Boakai choisit la Côte d'Ivoire pour son premier déplacement à l'étranger. Au palais de la présidente de la République d'Abidjan, il est reçu par son homologue Alassane Ouattara. Le chef de l'État libérien vient en Côte d'Ivoire pour consolider dès l'entame de son mandat la longue relation d'amitié et de coopération qui unit les deux pays. Des liens que les deux personnalités souhaitent intensifier dans des domaines aussi variés que porteurs. Monsieur le Président, je voudrais vous renouveler mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la magistrature suprême du Libéria et vous souhaiter plein succès dans l'exercice de ces hautes et nobles fonctions. Les relations sont anciennes, historiques et pleines d'amitié et de fraternité. Et cela, nous en sommes très fiers et très heureux. Monsieur le Président, je voudrais donc à cette occasion non seulement me féliciter de la qualité de ces relations, mais aussi vous réaffirmer notre volonté de consolider davantage cette coopération, notamment dans les domaines agricoles, miniers et énergétiques. Se réjouissant de cette volonté de son homologue ivoirien, Joseph Boakai plaide pour des mesures urgentes de la Côte d'Ivoire en faveur d'une fourniture renforcée de l'électricité vers le Libéria. Excellence, nous avons une longue liste de vos actions formidables que vous avez su mener et qui ont contribué à améliorer nos relations et qui ont encore aidé le Libéria à grandir, surtout dans les domaines de l'électricité, de l'agriculture. Excellence, je voudrais vous remercier très fortement pour l'électricité qui est mise à disposition, non pas seulement pour la sous-région, mais pour le Libéria et qui contribue au bien-être des populations. Excellence, sur la base des accords signés, nous avons pu signer pour la livraison d'environ 50 mégawatts. Et donc, au moment où je vous parle, nous ne recevons que la moitié. Avec la saison sèche, la rareté des pluies, nous savons qu'il y aura encore des difficultés. Mon équipe est là, nous allons certainement vous donner un peu plus de détails plus tard, mais nous sommes là pour faire surtout ce plaidoyer pour pouvoir avoir la capacité totale. L'actualité sous-régionale marquée par des crises dans plusieurs pays était mentionnée au menu de cette rencontre bilatérale. Sur le sujet, la Côte d'Ivoire et le Libéria affichent une convergence de vues.
Ce sont des moments difficiles et je dirais même des moments très tristes pour certains pays de la sous-région qui sont en difficulté en raison donc des coups d'État perpétrés dans ces pays, notamment le Mali, la Guinée, le Burkina et le Niger. Comme à chaque fois, nous avons condamné ces coups d'État et nous continuons de condamner la prise du pouvoir par la force. Et c'est pour cela que je voudrais réitérer mes félicitations aux élections pacifiques et démocratiques qui ont eu lieu au Libéria et qui ont permis votre arrivée donc à l'issue du second tour du scrutin. C'était vraiment une élection démocratique et nous en sommes très fiers. The Liberia subscribed. Excellence, le Libéria est attaché aux principes de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, contre les coups d'État. Et nous avons eu l'occasion de discuter du traitement à accorder à nos anciens chefs d'État. Nous pensons que c'est une chose à poursuivre selon votre vision et cela va aider à mieux stabiliser nos pays. S'agissant de la coopération sécuritaire, Joseph Boakai soutient l'idée d'une collaboration renforcée entre les deux États. Joseph Boakai félicite Alassane Ouattara pour l'organisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire et de préciser que le sacre des éléphants à ce championnat est également la victoire du Libéria. Et notons qu'au terme de cet entretien des deux chefs d'État, le président de la République Alassane Ouattara a offert un déjeuner officiel à son homologue Joseph Boakai. Au cours de ce déjeuner, le chef de l'État libérien a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national par son homologue ivoirien. Les deux personnalités ont une fois de plus réitéré leur volonté de renforcer la coopération entre les deux pays. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. On reste au palais présidentiel pour suivre cette fois cette audience qu'a accordée le président Alassane Ouattara à Claudio De Calci, PDG de l'entreprise pétrolière italienne Eni. L'homme d'affaires dont l'entreprise exploite un gisement de pétrole en Côte d'Ivoire est venu annoncer au chef de l'État la découverte d'un nouveau gisement de gaz dans les eaux ivoiriennes. La capacité estimée de cette réserve d'hydrocarbures entre 1 et 1,5 milliard de barils équivalent de pétrole. On retrouve Mahama Traoré. La dernière rencontre entre les deux personnalités remonte à novembre 2023. Claudio Descalzi, président directeur général du groupe Eni, était venu annoncer au chef de l'État l'entrée en production du gisement Baleine. Depuis, l'entreprise italienne a poursuivi ses explorations dans le bassin sédimentaire ivoirien. Les recherches se sont avérées fructueuses, raison suffisante pour susciter un autre entretien ce jeudi entre le patron du géant pétrolier italien et le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président Delcazi, qui est un ami de la Côte d'Ivoire et un ami personnel, est venu nous annoncer une deuxième bonne nouvelle. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Aujourd'hui, on a annoncé, Monsieur le Président, une nouvelle découverte du gaz avec du condensé, donc de l'huile très légère associée. On parle d'une découverte entre 1 milliard et 1 milliard et demi de barils équivalents, donc c'est du gaz et du pétrole très léger, de l'huile très légère. C'est une grande découverte. On vient de la faire, on vient de l'analyser, on a fait très rapidement. C'est un premier puits, mais avec une vision sismique très claire. On se sent en sécurité en Côte d'Ivoire. Donc, on est capable de prendre des risques dans un pays dans lequel on a des liens très forts et dans lequel on se sent en sécurité et avec lequel on travaille très bien. Pour Eni, l'aventure sous les eaux ivoiriennes ne fait que commencer et sera prometteuse. Mais la bonne nouvelle est qu'on a trouvé, je crois, et j'espère, la clé pour davantage trouver d'autres découvertes. La clé, je parle de la clé géologique. Donc, c'est très intéressant. La Côte d'Ivoire, ça
va être toujours plus important d'un point de vue de la partie géologie, de la partie gaz. Mais c'est clair que, comme on a fait pour Baleine, ce développement va être un développement avec un contenu de CO2, d'émissions très très réduit, qu'on essaye de réduire au maximum pour, comme on a fait pour Baleine, d'avoir un développement à zéro émission. À zéro émission, que c'est la chose la plus importante, et faire aussi des activités, comme nous sommes en train de faire. Je viens de discuter avec le président, des activités dans la partie sociale, de la formation, de la santé, de l'éducation, aussi dans la partie de conservation des forêts et de l'agriculture. Donc, ce n'est pas seulement un développement sur la partie upstream, sur la partie énergie, mais avec un très important contribut d'un point de vue social. Après le gisement Baleine, cette autre découverte ne vient que renforcer davantage les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Nous aurons le plaisir de recevoir le président d'Italie en début avril pour une visite d'État. C'est montrer les liens forts qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. J'ai eu l'occasion de rendre visite à Saint-Étienne-le-Pape également. Selon le patron du groupe Eni, cette nouvelle découverte va nécessiter 6 milliards de dollars d'investissement, soit plus de 3 600 milliards de francs CFA. Un reportage de Mahama Traoré. Cette nouvelle découverte de gisement de gaz dans les eaux ivoiriennes est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a d'ailleurs produit un communiqué à cet effet. Lancine Bakayoko. Communiqué du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Nouvelle découverte majeure d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien par Eni Côte d'Ivoire et son partenaire Petroci Holding sur le bloc CI 205. Le groupe pétrolier italien Eni, en partenariat avec Petroci Holding, a réalisé début mars 2024 une nouvelle découverte majeure d'hydrocarbures dénommée Calao sur le bloc pétrolier CI 205. Calao, situé à environ 45 km au large des côtes et à 120 km à l'ouest du gisement Baleine, est la deuxième plus importante découverte en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle découverte fait suite au forage du puits Muren-1X d'une profondeur de 2800 mètres à partir du fond marin dans une tranche d'eau de 2200 mètres, soit une profondeur totale de 5000 mètres. Le puits a rencontré du pétrole léger, du gaz naturel et des condensats. Les estimations indiquent pour le moment des ressources en place de l'ordre de 1 milliard à 1,5 milliard de barils équivalent pétrole. Ce nouveau gisement Calao, beaucoup plus riche en gaz naturel, permettra à terme de répondre aux besoins du pays pour la production d'électricité. Fait à Abidjan le 7 mars 2024. Voilà, bonne nouvelle donc pour la Côte d'Ivoire. Direction à présent le Maroc, où se trouve en ce moment la première dame Dominique Ouattara, qui a visité le centre pour sourds et malentendants de la fondation Lala Hasma. La première dame Dominique Ouattara et son Altesse royale, la princesse Lala Hasma, se sont rendues dans la matinée d'hier dans ce centre dédié à la lutte contre la surdité et les malentendants, où elles ont été chaleureusement accueillies. Mahama Traoré. Dominique Ouattara poursuit sa mission humanitaire au Maroc. Ce jeudi, elle était au Centre pour sourds et malentendants de Rabat, centre créé par la fondation Lala Hasma. Cet établissement a pour vocation d'offrir une scolarité spécialisée permettant aux enfants victimes de surdité et malentendants de suivre un parcours complet du primaire jusqu'au baccalauréat avec la possibilité d'intégrer l'enseignement supérieur. Une visite guidée des lieux en compagnie de son Altesse royale la princesse Lala Hasma a permis à Dominique Ouattara de voir des enfants avec des implants et appareillés en situation d'apprentissage. Dans chacune des salles visitées, la présidente de la Fondation Children of Africa découvre des apprenants déterminés à surmonter leur handicap pour acquérir le savoir. Pour les tout-petits et les enseignants, elle a des mots d'encouragement et surtout des félicitations pour l'initiatrice de ce centre, son Altesse royale, la princesse Lala Hasma. Après cette visite guidée, Dominique Ouattara a pu suivre la présentation d'une capsule vidéo produite par le ministère marocain de la Solidarité qui met en lumière le programme d'accompagnement pédagogique dédié non seulement aux familles des enfants sourds, mais aussi les défis quotidiens auxquels les sourds sont confrontés dans la société marocaine.
Retour en Côte d'Ivoire, on parle à présent de sécurité transfrontalière. Les ministres Vagondo, Diomandé de l'Intérieur, de la Sécurité et Sidi Touré des Ressources animales et halieutiques ont pris part à des travaux de réflexion portant sur la sécurisation de la mobilité pastorale. En d'autres mots, une rencontre de haut niveau des États du Sahel et du Golfe de Guinée qui se donne pour objectif de faire l'état des lieux de la coopération entre les pasteurs nomades et autres transhumants. Reportage. Les espaces transfrontaliers de la sous-région ouest-africaine sont marqués par des violences, notamment les conflits entre éleveurs et agriculteurs, ou encore l'occupation des groupes armés. Cette instabilité impacte négativement les activités pastorales des zones du Sahel. L'insécurité, le terrorisme sont venus se greffer à une activité traditionnelle qui est le pastoralisme, la transhumance, ce qui complique aujourd'hui le déplacement, le mouvement des animaux de Mali vers les pays côtiers, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana. Cette rencontre entre les États sahéliens et le Golfe de Guinée offre un cadre de discussion et de dialogue en vue d'ébaucher des pistes de solutions pour faciliter la mobilité pastorale. La recherche de ce mécanisme est soutenue par l'Union européenne. Les financements sont utilisés justement pour organiser des activités avec les représentants des pasteurs, avec les représentants des États, les représentants des organisations régionales, justement pour trouver des solutions partagées et communes qui permettent aussi de prévenir les conflits. À l'ouverture des 48 heures de réflexion sur la thématique, quel mécanisme de coopération entre États du Sahel et du Golfe de Guinée pour une sécurisation coordonnée des espaces transfrontaliers et une gestion concertée de la mobilité pastorale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, appellent les parties prenantes à l'harmonisation des politiques de sécurisation et de mobilité dans les zones transfrontalières. Le renforcement de la coordination régionale entre les instances politiques, sécuritaires et pastorales de tous les pays concernés est essentiel donc dans cette démarche. Seul un effort concerté et une coopération régionale efficace permettront de relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés dans ces espaces transfrontaliers. Nous devons travailler de concert pour élaborer des mécanismes efficaces qui favorisent la sécurisation des espaces transfrontaliers. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions innovantes et durables pour sécuriser nos espaces transfrontaliers et surtout promouvoir une gestion concertée de la mobilité pastorale dans le respect des droits. Ces assises d'Abidjan, après l'initiative d'Accra, devaient renforcer la coopération sécuritaire pour une gestion concrète des activités de l'élevage dans la sous-région. Plusieurs pays prennent part à ces assises. Il s'agit notamment du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Et retour à l'actualité principale de cette journée, le 8 mars. Madame, Monsieur, force est de constater que l'on se perd parfois sur le sens de la célébration du 8 mars. Si pour certains, il est clair que cette commémoration célèbre la journée internationale des droits de la femme, pour d'autres, elle serait une célébration de la femme tout court. D'autres scénarios sont envisagés, alors qu'en réalité, celle-ci célèbre les droits de la femme pour un monde plus juste, pour éviter toute confusion quant au sens de cette célébration. Suivons ensemble cet élément réalisé par notre reporter, Alexis Ouedraogo. C'est quoi le 8 mars? Le 8 mars est une journée où on célèbre les droits de la femme. Cette journée-là est un peu méconnue parce qu'elle valorise plutôt le côté festif, alors que c'est plutôt valoriser les droits de la femme. Parfois, on a l'impression que c'est juste une date dédiée tout simplement à la femme, mais on ne tient pas compte de ses réalités, on ne tient pas compte de ses droits. Les femmes ont toujours des difficultés dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la vie quotidienne. La femme n'a pas encore sa place. Si les réponses se rapprochent de la réalité, il leur manque un point essentiel. Le 8 mars est une date internationale dédiée à la célébration des droits de la femme et à la lutte pour l'égalité des genres. La journée de la femme, c'est comme le 1er mai. Comme le 1er mai n'est pas la fête des pères, la journée de la femme n'est pas la fête des mères. C'est une journée au cours de laquelle on doit réfléchir
qu'il y a des syndicats, des ONG, des femmes, on revendique des choses, on positionne des actions. Le 8 mars permet aussi, l'espace d'une journée, de mettre en lumière les réalisations des femmes, de souligner les défis auxquels elles sont confrontées et surtout d'appeler à des actions plus fortes pour parvenir à une société plus inclusive et équitable. On dit que les hommes ont de l'audace et les femmes ont des compétences. Mais si tu as des compétences que tu es à terre, que tu ne mets pas un peu d'audace pour pouvoir faire sortir ce que tu as, il y a un problème. Maintenant, pour la société même, pour les dirigeants, pour les hommes et tout ça, il faut les former. Il faut que la tête, que ce soit un homme ou une femme, il faut que la personne comprenne que les questions de valorisation des femmes, c'est pour le pays. Ce n'est pas pour la femme elle-même. Il y a des femmes même qui ne comprennent pas, mais on leur explique. Tu es DG, tu es contente, mais tu dois donner à ton pays. Cette journée n'est pas que l'occasion de se faire belle dans des pagnes, mais surtout de sensibiliser, promouvoir les droits des femmes et rappeler que l'égalité des genres est essentielle pour un monde plus juste. Voilà qui est clair et bien défini. Une journée internationale des droits de la femme à célébrer partout dans le monde, comme en Côte d'Ivoire. Occasion pour le gouvernement de se prononcer sur la situation des droits de la femme dans le pays. On note de nombreuses avancées à ce sujet. La ministre en charge de la famille, de la femme et de l'enfant, Nassénéba Touré, s'est exprimée au micro de nos reporters Désiré Enyamou et Jean-Marc Djadji. Célébrée à la date du 8 mars de chaque année, la journée internationale de la femme constitue une opportunité pour les États pour faire le bilan des avancées en matière des droits de la femme et d'égalité. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met l'accent sur l'éradication de la pauvreté et l'investissement dans le futur de la femme. Notre action porte également sur la réalisation de projets structurants pour les femmes à travers le projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire pour soutenir les chaînes de valeur. C'est ici l'occasion d'exprimer notre reconnaissance au président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour la prise du décret 2020-941 du 25 novembre 2020, portant modalité d'application de la loi 2019-870 de octobre 2019 de la représentation des femmes dans les assemblées élues. Pour mettre à contribution les concernés, quelques actions du gouvernement sont présentées par la ministre Nassénéba Touré. Il s'agit entre autres des sessions scientifiques, des actions de solidarité et des consultations juridiques. Il est donc primordial à ce niveau de rappeler le rôle prépondérant de la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui, à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, soulage ses sœurs ivoiriennes sur toute l'étendue du territoire. Depuis sa mise en place en 2012, le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire a permis de sortir plus de 370 000 femmes de la pauvreté et impacter positivement plus de 2 millions de familles. Instaurée par les nations, la Journée internationale de la femme accorde une place de choix aux droits politiques, économiques et sociaux des femmes dans chaque pays. Occasion pour nous de rendre hommage à de braves dames à la faveur de cette célébration en direction du village de Koudjinan, village situé à 10 km d'Abangourou, où les femmes ont pour activité principale la commercialisation de produits vivriers. Grâce à cette activité, ces femmes aujourd'hui parviennent à assurer leur autonomie et sont de véritables soutiens pour leurs époux. Ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est une occasion pour faire donc un clin d'œil à ces femmes du monde rural qui se battent comme elles peuvent pour s'assumer, soutenir leurs époux et travailler à l'équilibre financier de leur foyer. Herman Yamia. Koudjinan et son marché des vivriers, un arrêt presque obligatoire pour tous les usagers de l'axe Abengourou-Abidjan. De retour d'une mission ou même d'un déplacement privé dans la région, les voyageurs en véhicule personnel qui veulent faire des provisions ont pour adresse principale ce village situé à 10 km d'Abengourou. Il y a plus de 3 ans, quand je suis de passage pour rentrer en famille, c'est ici que je m'arrête pour ravitailler ce qu'il faut pour la famille. Nos mamans, nos soeurs qui sont là, qui se défendent quand tu achètes même, tu penses que c'est une manière aussi de les encourager. Comme elles vendent au bord de la route là, donc chaque fois quand on a des passages, on gare, et puis on achète, arrivé à la maison, on donne à nos femmes. Ici, on trouve un peu de tout. Des bananes plantains, des tubercules d'igname, des tomates, entre autres, et plusieurs variétés de fruits. Moi, je vends tout. Je vends avocat, bananes douces, papaye, tout je vends pour débrouiller un peu, pour regarder mon fils, pour faire tout moi-même. Grâce à Dieu, je gagne un peu aussi. Les commerçantes de ce marché s'approvisionnent chez les cultivateurs du village et des localités environnantes.
Karidiatou Kanté est l'une des principales animatrices de ce marché. Elle vend dans cet espace depuis plus d'une dizaine d'années. Ce que je gagne, c'est ça, je prends pour m'occuper, mes enfants, mon mari, moi-même. Si je gagne un peu, je garde un peu, le reste là. Le marché des vivriers de Kodina existe depuis plusieurs décennies. Selon les témoignages, l'idée est venue de 5 femmes. Plus de 40 ans après, elles sont une cinquantaine aujourd'hui à vendre dans cet espace. Elles ont commencé à vendre avant, nous on n'était pas encore nés. Maintenant, on est nés, on est venu rentrer dedans encore, on va ensemble. Bon, qu'est-ce que ça se passe bien. Ici, ça vaut 20 ans. À ce côté, on nous a envoyé de l'autre côté aussi. Oui. Les gens de Goudron aussi nous ont ramenés ici encore. Donc on se débrouille pour nourrir nos enfants et nos parents. Pour mieux défendre leurs intérêts et pour faciliter l'entraide entre elles, elles ont mis sur pied une association, l'association Benkadi. La présidente, c'est elle. Donc on fait cotisation de l'argent pour aider nous tous. Ce que tu veux là, tu dois prendre dans le bureau là. Si tu veux 50 000, si tu veux 150 000 euros, tu prends dans le bureau là pour t'aider pour ton commerce. Donc on fait un peu de ça. L'autorité n'a qu'à nous aider pour nous faire grand patam. Parce que parasol qu'elle a là, c'est pas bon. Quand le vent sort comme cela là, ça ramasse tout pour jeter. L'eau rentre dans nos marchandises là, ça gâte. Au-delà de leur autonomisation qu'elles parviennent aujourd'hui à assurer, ces femmes sont aussi un maillon essentiel dans l'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires. Ce 8 mars, décrété Journée internationale des droits des femmes, est donc l'occasion de les magnifier pour leur rôle essentiel dans l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Un reportage signé Herman Niamia en cette journée internationale dédiée à la célébration des droits de la femme pour marquer leur soutien à leurs épouses. Certains hommes ont décidé d'enfiler la tunique de femme au foyer en s'occupant des tâches ménagères. Important de le préciser, occasion pour eux de se rendre compte que ce n'est pas toujours facile pour leurs épouses. Un bel hommage en tout cas à leurs épouses. À Bouaké, notre reporter Charles Tatou a recueilli des témoignages. Journée internationale des droits de la femme. Cet événement, célébré avec faste par les femmes, met les hommes à contribution en matière de travaux de ménage à la maison. Pendant et après le déroulement des activités de la célébration, les travaux de préparation du déjeuner et du dîner reviennent parfois aux époux dans les foyers. Mais comment certains époux se tiennent pour réussir les travaux de ménage de la femme? La femme est compagnon de l'homme. Il est tout à fait normal que par moment, l'homme se mette à la place de la femme. Étant étudiant, je connaissais le ménage, je faisais les repas. Depuis que nous sommes ensemble, plus de 30 ans, c'est juste quand les événements arrivent, un repas froid. Moi-même qui suis là, j'ai pu le foutre souvent. J'ai fait la sauce. À l'université, on était entre nous seulement. Seulement, on a appris à préparer. Donc, étant dans mon foyer aujourd'hui, ça ne me gêne pas. Quand madame n'est pas là, moi je prépare, je n'ai pas de problème. Si certains époux arrivent à faire la cuisine pour satisfaire les enfants en matière de repas, d'autres par contre préfèrent combler ce vide avec les mets provenant des restaurants. Il y a un monsieur qui est venu prendre certains plats pour ses enfants qui sont restés à la maison, qui a dit que sa femme était allée à une cérémonie. Donc il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a 2 ans de cela, ils ont commandé la nourriture. Je pense que c'était prévu pour 19h. Et étant donné qu'on était débordés, elle n'a pas pu finir le repas à temps. Le monsieur est venu, il s'est fâché. Ça nous a fait mal, pas parce qu'on a perdu de l'argent, mais parce qu'il avait certainement prévu faire quelque chose de bim à sa femme qu'on n'a pas pu respecter. On peut donc le dire, dans un couple, l'homme et la femme se complètent pour les travaux de ménage. Reportage de Charles Tatou. Madame, Monsieur, nous sommes vendredi aujourd'hui et comme tous les vendredis, le sport prend toute sa place dans cette édition. Et le sport, ce matin. Et pour cette page sportive du 8 mars, l'actualité, vous l'avez certainement remarqué, se conjugue au féminin. Nous recevons sur ce plateau Marie-Christine Begré, présentatrice de l'émission sportive dénommée La Grande Team, si sur la 3, où entourée de ses chroniqueurs et invités, elle fait le tour d'horizon, un tour d'horizon de l'actualité donc sportive nationale et internationale. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Evan. Et bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir sur ce plateau. Alors merci d'illuminer notre plateau de votre magnifique sourire. Première actualité donc pour cette page
sportive. Notons que hier, 6 mars, en prélude à la célébration de la journée internationale des droits de la femme, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre a organisé une journée sportive en faveur des femmes de la commune d'Abobo. On suit ce reportage de Odalegbe. On revient avec vous, Marie. The Women Hiking 2024 a été marqué par une matinée sportive pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Cette randonnée des femmes s'est transformée en une véritable liesse populaire au complexe sportif d'Abobo en présence de Kandia Kamara, maire de la commune et présidente du Sénat ivoirien, et Saint-Marie-Laure, présidente de la FIRAP, la directrice du sport pour tous, la DRENA et des Anonymes. Je voudrais surtout dire un grand merci à Madame la DRENA et ses collaborateurs qui ont eu l'ingénieuse idée de commencer la célébration de la journée internationale pour la défense des droits des femmes par le sport. Parce que tout le monde sait, le sport, c'est facteur de rassemblement. Que les femmes puissent fraterniser, c'est la raison pour laquelle, sans hésiter, nous avons décidé, au niveau de la mairie d'Abobo, au niveau du Sénat, nous avons décidé de nous associer à cette célébration. Cette activité a été meublée par du fitness, une marche sportive de 5 km conduite par la présidente de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, FIRAP, et des messages de sensibilisation. Plus de 4500 personnes environ ont pris part à la célébration de cette journée qui avait pour thème « Investir en faveur des femmes ». Alors Marie-Christine Begré, une initiative de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être justement pour offrir à ces femmes l'opportunité de vaquer à une nouvelle occupation, on peut le dire. C'est une initiative à encourager, n'est-ce pas ? Bien sûr, une initiative à encourager, une très belle initiative d'ailleurs, parce que ça permet à ces femmes de sortir de leur quotidien et de découvrir un environnement nouveau. C'est quelque chose qu'on devrait perpétuer, pas seulement à l'occasion de la journée des droits de la femme, mais de façon quotidienne en fait. Quels sont les bienfaits que pourrait procurer une randonnée pédestre à ces femmes ? C'est excellent déjà pour la santé, pour le développement des muscles et tout, aussi pour la circulation sanguine. Et c'est bon pour tout âge. C'est-à-dire que vous soyez jeune, que vous soyez d'un âge avancé, les randonnées pédestres sont bénéfiques. Et là, on parle à présent de Marie-Josée Talou qui est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou, spécialiste des 100 et 200 mètres, se prépare, rappelons-le, pour cette joute olympique qui s'annonce comme l'ultime chance de médaille olympique pour l'Ivoirienne. Salif Ouattara a assisté à l'une de ces séances d'entraînement à la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme. Suivons ensemble son reportage. C'est ici au stade Félix Houphouët-Boigny que Talou Marie-Josée répète les gammes afin de maintenir la forme. Sans son entraîneur resté en Europe, la sprinteuse ivoirienne a désormais une bonne piste d'athlétisme pour faire des trainings. C'est une piste qui te donne envie de courir. Comme je le disais à mes amis, à tous ceux qui ont vu les vidéos sur Internet, j'ai dit franchement, ça te donne envie de courir. Ce genre de stade-là, tu le vois plus en Europe, aux États-Unis, donc ça fait vraiment plaisir qu'il y ait un stade comme ça ici à Abidjan. Dans le viseur de Talou Marie-Josée, les Jeux Olympiques de Paris 2024. La spécialiste des 100 et 200 mètres veut s'inspirer du parcours à la CAN 2023 des éléphants footballeurs pour vaincre le cygne jamaïcain à Paris. Les éléphants ici, footballeurs, ont ouvert la voie. Donc on espère que nous qui allons au J aussi, on va continuer sur ce droit chemin, sur ce même chemin-là. Je me prépare en tout cas pour être la meilleure. Je suis déterminée à vraiment donner le tout pour le tout et être sur le podium. Déjà vice-championne du monde et championne d'Afrique, Talou Marie-Josée veut enfin inscrire à Paris une breloque olympique dans son palmarès. Alors Marie-Christine Begré, notre championne qui se prépare pour les Jeux à venir. Oui, Marie-Josée Talou, notre championne, vous l'avez dit, qui se prépare à un record woman d'Afrique du 100 mètres déjà et du 4 x 100 mètres. Marie-Josée Talou a tout gagné sur le continent, il faut le signifier, 2 fois vice-championne du monde. Il ne lui manque qu'une médaille olympique, ce qu'on lui souhaite justement. Et pour Paris 2024, à 35 ans, bientôt 36 ans, on espère que Marie-Josée Talou nous ramènera de l'or. On veut que et on de l'or. espère bien, doit-on donc s'attendre à une d'éventuelles performances de notre championne? Une très belle performance et surtout à de l'or. Sur le tatami, on parle à présent de taekwondo. La taekwondoïne ivoirienne Ruth Babi a profité de la journée internationale de la femme pour dévoiler ses ambitions pour la nouvelle saison. Elle a également adressé un message aux femmes au cours de cette journée festive. C'est ce que nous dit Moyabi Diabaté.
Double médaillée de bronze olympique et championne du monde de taekwondo à 2 reprises, Ruth Gbagbi est certainement la sportive ivoirienne la plus titrée. À côté de ce palmarès élogieux, elle a vécu une saison 2023 compliquée. J'ai eu une blessure en début de saison avant les championnats du monde. Je devais revenir vite parce que c'était l'année pré-olympique, il fallait se qualifier directement. Je suis allée au championnat du monde. C'est vrai que je voulais la médaille d'or, j'ai eu la médaille de bronze. C'est une grâce de Dieu, malgré la blessure. J'ai également reçu le meilleur coup de pied de l'année 2023, grâce à un enchaînement de 3 coups de pied très, très compliqués à réaliser en compétition. Malgré les difficultés, la quintuple championne d'Afrique dans sa catégorie de moins 67 kg a pu valider son billet pour les JO 2024 à Paris. Elle nourrit de grandes ambitions. Je demande la mobilisation de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes autour de tous les athlètes olympiens qui iront à Paris. En tant qu'athlète, je vais me battre à chaque minute d'entraînement, à chaque seconde d'entraînement pour arriver dans la meilleure condition possible à ces Jeux de Paris. Et puis le résultat, c'est Dieu qui décidera. Porte-étendard du taekwondo ivoirien, elle a tenu à adresser un message aux femmes au cours de cette journée dédiée à la célébration des droits de la femme. Pour moi, il ne faut pas qu'on s'arrête juste à ce 8 mars. On célèbre le 8 mars, on se rappelle de nos droits, mais il faut que ce soit une continuité. C'est-à-dire à partir le 9 mars, en décembre, quelle que soit la date, il faut qu'on soit toujours des femmes leaders, des femmes ambitieuses qui veulent être premières dans leur domaine. Grâce à ses performances sportives, Ruth Gbagbi continuera de faire rêver des milliers de femmes. C'est également une façon pour elle de prouver qu'être champion ne se conjugue pas qu'au masculin. Un reportage de Moyabi Diabaté commencé par Jean Silver et de la rédaction sportive de la RTI. Alors, on s'intéresse à l'INGS, surprise en pleine séance d'éducation sportive et physique. Les étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports ont tenu à donner leur point de vue, justement, notamment sur la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, qui est fêtée tous les 8 mars de l'année. On suit ce reportage et on revient avec vous, Marie-Christine Begré. D'accord. La célébration du 8 mars est d'évoquer les acquis des femmes, l'amélioration de leurs droits dans la société, leur participation à la vie politique et économique. Également à l'honneur, les futures enseignantes des épreuves physiques et sportives de l'INGS se prononcent. Il faut connaître les droits de la femme, les droits du genre et amener chaque femme à connaître ses droits. Et ces droits-là doivent être respectés de tous. Lutter surtout contre la violence faite aux femmes. La femme, on peut dire, c'est le pilier de la société. Vraiment, on mérite d'être célébrée. Et je suis contente qu'on ait un jour particulièrement pour nous célébrer. D'autres, par contre, donnent un autre cachet à l'événement. Je ne vis pas avec maman. Je vais l'appeler d'abord, la remercier pour tout, lui souhaiter vraiment agréable fête à elle et la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous, parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je suis devant vous. Aussi, cette cérémonie, bien qu'elle soit internationale, reste méconnue, contrairement à la fête des mères. Officialisée en 1977 par les Nations Unies, la Journée internationale des femmes est toutefois apparue dans le contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Et voilà, on constate dans ce reportage que ces étudiants de l'INGS sont bien au fait de cette célébration, bien informés en tout cas, et bien du combat qui est mené justement le 8 mars, Marie-Christine. Exactement, Herman. Et aussi, il faut le signifier, l'Institut national de la jeunesse et des sports, INGS, forme les cadres sportifs de la Côte d'Ivoire. Une grande place est accordée déjà aux femmes, ce qui est à saluer. C'est à saluer parce que non seulement les femmes ont apporté beaucoup de lauriers sportifs au pays, il faut le préciser, mais aussi elles savent transmettre bien sûr leurs connaissances. Alors, dernière actualité de ce journal, à Niama, direction donc cette ville, la population remercie le président Alassane Ouattara pour donc l'opportunité qui a été donnée à la Côte d'Ivoire d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football. On suit ce reportage. Avec le stade Alassane Ouattara d'Ebempe, Niama a fait partie des localités hôtes de la CAN 2023. Cette commune a été l'épicentre de l'événement avec les cérémonies d'ouverture et de clôture. C'est pourquoi les populations à leur tête, le maire de la commune, traduisent leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour toutes les infrastructures réalisées dans la commune et surtout pour la réussite de l'événement. Nous nous sommes retrouvés pour magnifier
nos éléphants. Nous avons profité de l'occasion pour dire un grand merci à notre capitaine qui est le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui nous a fait rêver. Et nous avons cru à son rêve. Nous avons vécu des moments inoubliables à Anyama. Un clin d'œil a été aussi fait à la jeunesse de la commune d'Anyama qui, à travers des actions bénévoles et volontaires, a apporté du sien. Nous avons eu à mener plusieurs activités, les activités de salubrité, les activités de lutte contre la violence basée sur le genre, les activités sur la circulation et la sécurité routière. Et également, nous avons animé les villages Cannes. En tant que jeunes, on se sent vraiment heureux. Savoir dire merci est une chose importante dans la vie. Madame le maire nous a rassemblés ici pour dire merci au premier initiateur de cette CAN, le président Alassane Ouattara. Nous lui disons aussi merci pour tout ce qu'il a mis en œuvre pour que cette CAN soit une réussite. C'est dans une ambiance conviviale que les femmes et les jeunes d'Anyama ont comme un seul homme dit merci au président Alassane Ouattara et félicité les éléphants de Côte d'Ivoire pour cette 3e étoile. Un reportage de Serge Pakamdidi commenté par Godefroy Kambawa, des populations donc reconnaissantes au chef de l'État et Marie-Christine Begré. Notons que à l'instant même, il y a quelques instants dans cette édition, Ruth Baoui lançait un message important à l'endroit des femmes, justement à la faveur de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, à ne pas confondre avec la fête des mères. Que vous inspire justement ce message? Un message très noble, effectivement. La Journée internationale des droits de la femme, c'est pas la fête des mères, c'est pas la fête des femmes, c'est pas la Saint-Valentin encore moins, mais justement c'est un jour où les femmes se réunissent, se rencontrent pour essayer de voir l'avancée par rapport au respect de leurs droits. Et pour revenir à Ruth Baoui, justement, j'aimerais dire aussi qu'à 30 ans, à ce jour, elle est la seule sportive ivoirienne médaillée olympique et la seule athlète ivoirienne aussi à avoir remporté 2 médailles olympiques. Déjà, elle sera présente au JO 2024 à Paris. On espère bien sûr qu'elle nous ramènera aussi de l'or. Voilà. Et nos prières accompagnent Ruth Baoui dans son évolution sportive. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.